Vous êtes-vous déjà demandé ce que va devenir le milieu de l'influence, vos youtubeurs, vos streamers, vos instagrammeurs favoris dans 5-10 ans? Non? Eh ben c'est tout simple car tu auras toutes tes réponses dans cette vidéo. Mais avant, oublie pas de liker et de t'abonner et de me rejoindre sur le Twitch qui est en description. C'est un record historique. Les marques ont dépensé plus de 30 milliards de dollars dans l'influence à l'échelle mondiale. Et ça, juste cette année. Bon, je continue à faire la prof encore. 37 milliards de pubs. J'ai pas fait une OP l'année dernière. Elle est où la part de mon butin? Elle est où la part de mon butin? J'ai même pas fait une OP l'année dernière. Ah non, c'est terrible. Un instant. Mais, en comparaison, c'était 2 milliards de dollars il y a 10 ans. La croissance est folle. Jamais l'influence n'a autant rapporté. Ok, peut-être que créer du contenu, c'est pas si gênant que ça. Jamais les influenceurs n'ont été aussi populaires. Enfin, auprès des marques. Parce que entre toi et moi, j'imagine que tu commences à saturer. Entre pères... Ce qui est fou surtout, c'est qu'il y a de cela quelques années, c'était tellement mal vu de faire une collaboration commerciale. Je sais pas si vous vous rappelez de cette époque, mais faire une collaboration commerciale, c'était le truc le plus mal vu. Ah regardez, il fait des intégrations sponsorisées, c'est un enfoiré. Alors que maintenant, c'est normal. C'est normal, carrément sur TikTok, il y a tout le monde qui fait la promotion des trucs de TikTok Shop, tu vois, genre à quel point ça a évolué. C'est terrible. D'authenticité, déconnexion totale de la réalité et prendre des gens pour des cons, je pense qu'on est beaucoup à saturer. Et en plus, je vous ai posé la question pour avoir votre avis. Des fois, j'ai l'impression qu'ils me prennent pour des imbéciles. Je ne suis pas tout ce qui est fake. Je m'en fiche. Chien. On supprime tous les réseaux sociaux. Eh ben, Oula. pourtant, sans audience, plus d'influence. Alors, que se passe-t-il? Est-ce qu'on arrive à la fin de l'ère des influenceurs? Est-ce que c'est encore le bon moment pour se lancer sur les réseaux? Est-ce que ton influenceur préféré va devoir aller chercher un CDI prochainement? Peut-être. Et on va voir pourquoi tout de suite. L'influence a J'ai pas envie de retourner à l'usine, les gars. J'ai pas envie de retourner à l'usine. Vraiment. Donc j'espère que ce qu'elle dit, c'est faux. Parce que sinon, il va falloir envoyer des zèbres, les gars. rapporté 38 milliards d'euros. Il n'y a qu'à mettre des 30 milliards pour la pauvreté. Oui, mais qu'est-ce que vous faites vous pour la pauvreté? Tous les jours. Je donne. Le constat, c'est que les gens en ont marre. Marre de la vie chère, marre de Macron et marre des influenceurs. Ouais, mais oh là là, il va falloir que je prenne des vacances. Comment, aujourd'hui, dans la France de Macron, les influenceurs peuvent se permettre de parler comme ça? Les gens, ils voient toute l'année en vacances. Toute l'année. Mais eux, ils ont du mal à s'offrir une semaine en camping. Je viens d'unfollow 90% des influenceuses que je suivais sur les réseaux. Et vraiment, à quoi ils servent? Je ne crois plus les pubs des influenceurs. Pourtant, les chiffres n'ont jamais été aussi positifs pour l'influence. Et En vrai, je comprends ce ressenti de ouais, regardez, les influenceurs, ils se la pètent, tu vois. En mode, ils se rendent pas compte du vrai monde. En mode, tu galères, bah, tu peux te permettre 2 semaines de vacances dans l'année, tu vois. Là, c'est toute l'année t'es en vacances et tout. Et je suis le premier à le dire, hein, les gars. Moi, j'ai énormément voyagé. Hein. Je suis allé au Japon, je suis allé partout. Je suis allé à Bali, je suis allé en Thaïlande. Il y a encore 2 mois, j'étais en Thaïlande. Donc, vous voyez. Mais il y a ce truc de ne te plains pas si tu fais ça. Mais il y en a tellement qui se plaignent de ce qu'ils font, alors qu'ils devraient tellement pas. c'est drôle, car à la base, les grandes marques étaient frileuses à l'idée d'être associées à des personnalités d'internet. Pourquoi prendre des petits dans leur chambre alors qu'on peut demander à Denis Brognard? En rythme, en cadence. Mais maintenant que les boomers en marketing ont pris leur retraite, ça y va fort, hein. Attends, tu vas C'est voir. vrai. Avant d'être agent d'influenceur, je suis avant tout consommatrice de contenu, comme tout le monde. Je suis aussi influençable. Alors moi, j'accepte de le reconnaître. Je pense pas du tout que l'ère de l'influence soit terminée. Je pense qu'on n'en est qu'au balbutiement. On se retrouve dans une situation un peu paradoxale. Économiquement, le secteur est à son prime. Mais socialement, la manière dont on perçoit les créateurs maintenant a changé. En fait, moi, j'aime même pas utiliser le mot influenceur parce que je pars du principe qu'il m'influence pas. Je vous le dis, l'ère des influenceurs arrive à sa fin. Les réseaux sociaux, ils sont devenus ennuyants, c'est parce qu'en fait, vous avez trop bully nos créateurs de contenu. On cherchait pas à relate, on cherchait à s'échapper. Je vais vous montrer tous les... Je pense qu'il y a un truc dans ouais, ça va bientôt être la fin, dans le sens où je pense que vous comme moi, quand on scrolle principalement sur YouTube, on a cette impression qu'il y a rien, il n'y a pas de contenu. Alors qu'à l'époque, on était tellement habitués à juste des YouTubeurs qui streamaient dans leur chambre, qui faisaient des vidéos dans leur chambre, du style du Squeezie, du Le Blédard, La Salle à l'époque et tout. Genre juste tu lances ton rec et tu regardes. On avait plus ce côté dopamine en mode putain yes, il y a notre nouveau YouTuber qui regarde que maintenant. J'ai l'impression que les attentes ont tellement changé. Les gens sur TikTok que je ne peux plus me voir et que je compte bientôt bloquer. Alors lui là, il va falloir arrêter de nous prendre pour des cons. C'est quoi cette phrase de non mais je comprends qu'elle travaille avec des personnes problématiques parce que quand même elle est engagée avec eux et sinon elle aura plus d'argent. Bah ouais, bah tu vas trouver un job alimentaire comme tout le monde en fait. Parce que à la base les gars revenaient genre 5 ans en arrière, l'influence c'était rien. Trop calibré, trop parfait, le contenu devient beaucoup plus commercial et plus authentique, ce qui
fait que ça plaît moins. Et après, je pense que la raison la plus évidente, c'est plus politiquement parlant, ou des personnes qui vont rester silencieuses sur certaines choses, ou une collaboration hyper problématique, enfin, ce genre de choses-là. Perso, j'ai l'impression que toute cette ère autour des influenceurs va pas tarder à s'effriter. Est-ce que c'est toujours le bon moment pour se lancer sur les réseaux même? Certains diront que oui. Mais vas-y, fonce. Aujourd'hui, n'importe qui avec un iPhone et un peu d'audace peut percer. En plus, les marques font de plus en plus confiance aux créateurs émergents. Qu'est-ce que t'attends? Moi, de mon côté, je suis un peu plus sceptique et je suis pas la seule. C'est trop tard, vous ne pouvez plus devenir influenceur. Et aujourd'hui, je peux vous le dire, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui finissent SDF. J'ai déjà Oui et non, ça là-dessus, je suis pas d'accord. Par exemple, je vais prendre l'exemple de plusieurs personnes que j'ai aidé à commencer sur YouTube. Par exemple, Rojin et Fuzia ou Darik, par exemple. Ils vivaient pas du tout du monde de YouTube, de Twitch, etc. Et en fait, juste avec des codes et de l'envie et de l'imagination, eh ben, ils ont réussi à bâtir une commu et à bien gagner leur vie, tu vois. Bien sûr, c'est faible, surtout si tu commences seul et que t'as pas des gens pour t'accompagner. Mais si t'arrives à avoir les connaissances, etc., et que tu travailles dur, tout le monde peut devenir influenceur. Mais il y en aura qui gagneront bien plus que d'autres, ça c'est sûr. essayé de me lancer sur les réseaux. Je pense que si ça n'a pas marché. Après, regarde qu'est-ce qu'elle interview, tu vois, c'est des enfants, c'est normal. J'ai déjà essayé de me lancer sur les réseaux. Je pense que si ça n'a pas marché, c'est parce que déjà ça manquait de régularité. Et aussi, je pense que j'avais pas non plus le bon matériel de qualité et tout, tu vois. Parce que en vrai, même les gens qui percent, mais juste un tout petit peu, quand je regarde leur contenu, ils ont déjà genre très belle qualité, des trucs comme ça, tu vois. Moi, j'ai pas tout ça. Le matériel a jamais coûté, entre guillemets, si peu cher. Tout le monde peut se lancer avec son téléphone. La conséquence de cette barrière à l'entrée si faible, c'est qu'il y a énormément de concurrence. Et donc, pour pouvoir vraiment percer, se démarquer, je trouve que ça a jamais été aussi compliqué. Je vais rarement... Mais là-dessus, il y a du vrai, il y a du faux. Tu peux te lancer avec un simple iPhone, mais dire que juste avec ton téléphone, tu peux devenir riche, etc., c'est du mensonge. Il y a du travail derrière, il y a des compétences, et c'est du mensonge, On suit des comptes purement de divertissement, influenceurs type télé-réalité, où ils racontent leur vie, où ils ont rien à m'apporter, le genre de compte que j'aime pas suivre et desquels du coup je me désabonner. Oui, déjà, faut dire que les premiers influenceurs, ceux de la télé-réalité, n'ont pas vraiment aidé. City, ils ont quelque chose qui guérit les cellules cancérigeuses. Je passe vite dessus car je vous apprends rien, j'imagine, mais c'était juste pour donner un peu de contexte. J'ai certaines limites éthiques. Bon, évidemment que je ne suis pas intéressée du tout à l'idée de trouver des collaborations Temu ou Chine ou ce genre de choses. Je suis à des années-lumière de ça. Moi, les partenariats, je trouve que c'est bien tant que c'est éthique. Il y a des fois, on sent que c'est vraiment mensonger. Et des fois, j'ai l'impression qu'ils me prennent pour des imbéciles, comme la bougie qu'il fallait mettre au-dessus de son oreille pour faire enlever la cire d'oreille. Enfin... Ça, j'y ai cru. J'ai appris il y a seulement pas longtemps que c'était faux, en fait. Vous savez ça ou pas? On voit tout le monde qui met des trucs dans ses oreilles, il sort des trucs de fou et tout. Je me dis, ah, mais il y a un monde où moi aussi, tu vois, c'est chaud, genre, tu vois. Et je me dis, vas-y, pourquoi pas en acheter un de ces quatre? Genre, carrément, je me suis fait pigeonner. Vous voyez, à un moment, ils essayaient de vendre, genre, des coton-tiges, mais en mode, en spirale. Je sais pas comment dire. Genre, juste, tu tournes et tu ressors et c'est bon, tu vois. J'ai acheté ça, mais c'est de la merde. C'est de la merde. Non, il faut aller voir un professionnel de santé pour retirer ça. À cause de ces polémiques sur les placements bidons, on a vite fait la distinction entre les influx voleurs et en fait ça rajeunit le et les influenceurs éthiques. Elle dit quoi, ça rajeunit le chouchou là en bas? Elle est tarée, elle. Non, mais elle est vraiment tarée. Ceux qui respectent leur communauté, qui n'acceptent pas n'importe quoi, qui ne sont pas là pour le buzz, et parce qu'ils ont une vraie passion à partager. Sauf qu'aujourd'hui, t'as beau promouvoir des produits respectables, si chacun de tes contenus devient une publicité déguisée, ça passe pas non plus. Mais j'ai pas non plus acheté les produits qu'elle fait parce que vu que j'ai fait des études dans le marketing, en fait, je sais que c'est du faux pour la plupart. Et le problème, c'est pas la pub, c'est surtout la fausse authenticité pour mieux faire passer la pilule. Franchement, maintenant, j'ai l'impression qu'il y a que ça sur Insta. Beaucoup de créateurs qui sponsorisent toute leur vie et il y a plus un seul post organique maintenant. EOV. C'est un flux que tu crois sincère, mais c'est une collab. Dites-moi que je suis pas la seule. Je viens de me faire quitter et évidemment, je regarde nos photos en boucle. Le problème, les photos sont trop belles, mais il y a mon ex dessus. Heureusement, j'ai trouvé une appli qui enlève littéralement ce que tu veux sur une photo. Voilà, j'ai récupéré mes photos et ma paix mentale. Je vous mets l'appli en description. Parfois, je regarde des stories trop mignonnes où t'as des créateurs qui offrent des cadeaux à leurs proches et au final, c'est une collab, écrit en tout petit là. Je comprends plus rien et j'avoue que je suis déçue. Et j'avoue, sur le moment, j'ai l'impression d'être prise pour une conne. Et ça me rend triste car j'ai cru voir un moment d'émotion sincère et tout. Je suis hyper sensible, c'est pour ça. Mais bon, le souci, c'est pas seulement qu'on est spammé de pubs. Parce qu'on l'a tous compris maintenant. C'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Et c'est ok. Le souci surtout, c'est que les créateurs sont incités à changer toute leur personnalité, du moins en faire un storytelling pour être bien vu des marques. Ah non, mais elle fait que des collabs, celle-là. Mais ça fait 14 ans que je fais ce métier. T'as cru que demain, je vais refuser une collab avec un produit que j'adore?
pour te faire plaisir. Vous la connaissez, elle? 14 ans qu'elle fait ça. Ça veut dire qu'elle était là en 2012. Pour moi, en 2012, il y avait Cyprien, Norman, Squeezie, Le Blédard, et c'est tout, hein. Et Gotaga et Wartek, hein. Moi, il y avait personne d'autre sur les réseaux. Et pour certains, parce que oui, je ne fais pas une généralité, leur contenu devient ultra lisse et leur personnalité aussi. Alors qu'on les aime pour leur personnalité de base. Ils ne se permettent plus aucun écart, même pas une petite vulgarité, plus aucune prise de position de peur de froisser d'éventuels sponsors. Et personnellement, je pense que c'est pas qu'ils ne veulent pas, mais qu'ils ne peuvent pas. Sachez-le, quand un créateur ou une créatrice de contenu prend position sur des sujets d'actualité, sur de la politique, etc., il sait d'avance qu'il se grille pour un certain nombre de contrats. Et je parle avec un pote qui travaille en agence d'influence et je lui dis mais tu me mets jamais sur tes castings? Il me dit ah bah si hein, je t'ai déjà mis 2-3 fois sur mes castings, mais en fait à chaque fois le retour des clients c'est elle est trop engagée, elle est trop politisée. Il y a un travail à faire du côté des marques et du côté des agences, que les gens ils ont besoin aussi de consommer du contenu engagé et politisé, et que c'est aussi des créateurs et des créatrices comme ça qu'on a besoin d'activer sur des campagnes. En gros... Mais ça c'est terrible, hein. On en revient à chaque fois à la même chose, à chaque fois sur nos reacts, et c'est fou. Mais la politique a rien à foutre sur les réseaux sociaux. Vous voyez ce que je veux dire? Reste à la télé. Et le problème, c'est que t'as énormément d'influenceurs qui ont compris que derrière le fait de parler de politique, que tu tranches d'un côté de gauche ou droite, tu pouvais développer un complément de revenus genre juste gigantesque. Ça m'étonnerait même pas que t'aies énormément d'influenceurs d'extrême gauche ou d'extrême droite qui prennent un biais lors des élections présidentielles, communales ou etc. pour justement faire la promotion d'un certain parti et prendre un énorme chèque. Ça, c'est le genre de collaboration commerciale assez dissimulé que peu de personnes savent, mais ça existe. Oui. Il y a vraiment des influenceurs qui touchent de l'argent en prenant parti pour un côté politique. Et c'est terrible. Mais pour moi, ça n'a rien à foutre sur les réseaux. Pour moi, ça doit rester à la télé. Parce que le problème, c'est que les personnes qui en parlent sur les réseaux n'ont pas le recul. Après, tu vas me dire à la télé aussi. Dès qu'ils en parlent, c'est que gauche ou que droite. Enfin, c'est plus que droite. Vraiment, en fait, la politique, c'est fait que pour diviser, tu vois. Les réseaux sociaux, c'est fait justement pour se reconnecter entre nous, tu vois. Que ce soit via des créateurs de contenu, via des messages ou des trucs comme ça. Pour moi, ça n'a rien à foutre là-dedans, tu vois. Soit tu t'éteins, soit tu joues le jeu. Sauf que le public est de plus en plus conscient des règles du jeu. Et les gens ont juste l'impression d'être pris pour des cons au final. Donc, la pub est de plus en plus omniprésente. 2, elle va rendre le contenu qu'on regarde mou. 3, elle va parfois aussi rendre les influenceurs totalement déconnectés de la réalité. Je vais pas balancer les francophones ici parce que je suis pas là pour ça, ni pour cracher sur leur business. Moi aussi, je fais des collabs, hein. Je suis pas tiktokeuse, hein. Alors, quittons la France pour voir ce qu'il se passe dans le pays de la démesure. Jacqueline Hill est une influenceuse états-unienne. Elle est issue de la première vague de YouTube. Depuis les années 2010, elle est dans le game. Ouais. Disons que c'était un peu la Enjoy Phoenix des États-Unis. Et évidemment, de son statut, elle a toujours fait des placements de produits. Ça a fait d'elle l'une des figures les plus puissantes de la botysphère à l'époque. Cependant, car il y a un mais quand même, sinon on serait pas là, voilà ce qu'il s'est passé récemment. I feel like I am like trying to run through mud to connect with my followers. My views are complete shit. When you have 1 million followers, but your videos are only getting 30,000 views, I put videos out there and sometimes I just feel like I'm talking to myself. I'm like, where is my audience? Elle a posté une vidéo d'elle où elle dit qu'elle a des millions de followers, mais que ses vidéos restent plafonnées à 30 000 vues. En fait, c'est terrifiant de dire ça, c'est terrifiant. Si tu fais pas énormément de vues, c'est que ton contenu est soit trop niche, soit qu'elle intéresse personne en fait. C'est terrible de s'en prendre à tes abonnés parce qu'ils sont pas là. Ça me fait penser au même du mec français là qui dit on est plus de 10 000 et il y a deux viewers. Vous êtes où? Ça me fait tellement penser à ça. Elle dit qu'elle a l'impression de courir dans la boue pour essayer de créer une connexion avec ses followers. Et il n'en fallait pas plus pour déchaîner les enfers. Une connexion? Meuf, ton sweatshirt coûte 140 $. C'est le montant que je réserve pour nourrir ma famille. Parce que oui, voilà le genre de contenu qu'elle fait. For somebody that does not like designer hauls, then this is not the video for you. Just keep scrolling. See you next time. It's broken from the air wrap. I will never ever use this again. I also have a pull-out drawer down here that I use for like backup. 253 for 2 pairs of leggings. Listen, I understand that I'm part of the problem because I will probably continue to shop there. Surconsommation. El público ya no conecta contigo porque solo vienes a las redes cuando quieres vender algo o promocionar un producto. She can't comprehend not being the it girl anymore. I think that Jacqueline Hill is mentally stuck in 2010. Well, you know what? I have too much stuff that I never use. Let me package up some of my second-hand goods and send it out to you, District 12. Forcément, ça crée un décalage entre le créateur et son public. Est-ce que c'est la fin des influenceurs lifestyle? En fait, je pense qu'ils perdent quand même un peu le sens de la réalité.
Personnellement, je m'en fous un petit peu de savoir quel est le prochain voyage presse d'une influenceuse, quelle est la prochaine destination de rêve dans laquelle elle va aller, quel est le matcha qu'elle va boire ce matin. Je m'en fous, j'en ai rien à faire. En fait, le problème, c'est que c'est même pas une question de ouais, je m'en fous. En fait, les influenceurs, ils sont trop en mode regardez-moi, 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 j'ai accompli un truc. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si par exemple, tu vas annoncer, je sais pas, ton voyage en Martinique, exemple, eh ben, tu dois préparer, je sais pas moi, un concept, un contenu avec des créateurs de contenu pour justement faire kiffer les gens de te regarder dans ce pays-là. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai commencé à me follower parce que ça me faisait un peu bader de voir ces gens influenceurs qui avaient la chance de voyager dans le monde entier et que moi j'avais pas autant de chance entre guillemets, mais ça rendait un peu jaloux, ça décourageait un peu. Donc pour me reconcentrer sur ce que je fais, c'est comme si c'était un aveu d'échec pratiquement, comme quoi j'ai pas la chance de voyager comme eux, donc entre guillemets j'ai échoué. Donc voilà, mais c'est pas parce que j'aime pas ce qu'ils font, mais c'est juste pour pouvoir me concentrer sur moi-même. Le fait de se comparer et de façon négative, de se dire « Ah, elle a un plus beau corps que moi, elle a tout ce que j'aurais jamais ». Et je pense que pour certaines personnes qui sont plus fragiles sur les réseaux sociaux, ça peut créer un peu une sorte de jalousie. Après, est-ce que ça vous est déjà arrivé, les gars du chat, en vrai de vrai? Et les meufs, surtout les meufs, parce qu'il y a beaucoup de meufs. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de jalouser un influenceur? En mode ouais, elle a des meilleures formes que moi, il a plus d'argent que moi, ça me fait chier. Ou putain, il va dans un endroit, j'ai le seum et tout. Non, je suis beaucoup trop parfaite. Ah, vous êtes fatigant le chat. Jeter la pierre à tous les influenceurs? Non, car il y en a qui restent naturels. Par exemple, Yanissa, je la suis depuis ses débuts et c'est une des rares que j'ai pas arrêté de suivre car elle est restée simple. Elle va snapper démaquillée sur Snapchat, elle s'en fout, elle va montrer comment elle se maquille, elle va montrer ci, ça, son quotidien. Et ça fait un peu comme si on suivait une série et puis on va voir son évolution, ses enfants, son mariage, enfin ce genre de choses. Je trouve que c'est une personne sur laquelle je peux m'identifier entre guillemets et qui a monté les échelons on va dire dans sa vie et ça reste inspirant donc voilà je la suis. Elle a dit la vérité, elle a dit la vérité sur les revenus qu'elle percevait à peu près. Et en tout cas je préfère des personnes qui sont terre à terre, qui ont encore la valeur de l'argent. Yanissa même si elle est riche, elle a la valeur de l'argent, elle nous montre son naturel, elle est pas tout le temps maquillée, bien apprêtée et c'est ça qu'on aime en fait. Ouais, en fait, ce que beaucoup de personnes aiment, et ce qui s'est perdu surtout sur les réseaux sociaux, c'est l'authenticité. Les gens, ils veulent trop paraître pour ce qu'ils ne sont pas, alors que ça se remarque, en fait. Juste être authentique. Caca là, c'était le pire et le meilleur de ma vie. Et puis, est-ce qu'on peut jeter la pierre aux autres influenceurs aussi? Ceux qu'on estime qui sont déconnectés de la réalité? Pas vraiment. Eh bien, forcément, mon opinion est orientée, elle est subjective puisque je suis agent d'influenceur et que c'est un nouveau métier. Il faut l'accepter. Les lignes sont en train de bouger et les créateurs de contenu, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'ils font, ils sont en train de bouger les lignes. Ils sont précurseurs, donc ils se prennent des critiques plein la tronche. Ah, mais vous faites ça pour l'argent. Ah, mais gna 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 gna. Oui, en attendant, il faut payer des factures. Parce qu'en vrai, aujourd'hui, on est tous dans l'économie de l'attention. Et l'attention... Après, il faut aussi se dire que c'est un métier. Quand vous allez à votre taf, de 8h à 16h, c'est pour payer justement vos factures, le loyer, c'est pour l'argent que vous le faites. Donc c'est normal qu'un influenceur soit là pour l'argent. Surtout, en fait, ça dépend. Tu vas avoir des personnes qui vont bosser à côté et qui vont être influenceurs par loisir, mais parce qu'ils comptent pas là-dessus pour vivre. Mais la plupart du temps, quand tu es influenceur à plein temps et que tu dois vivre de ce que tu fais, généralement, tu es là que pour l'argent, tu vois. C'est une ressource qui s'épuise très vite. En fait, quand tu es influenceur, créateur, tout ça, t'as un patron. Et ton patron, c'est l'algorithme. C'est un patron plutôt toxique, lui. Tu ne postes pas assez, puni. Par exemple, YouTube va te recommander en priorité les youtubeurs que t'as regardés récemment. Parce que leur but, c'est de te faire rester le plus longtemps possible sur la plateforme. Comme ça, t'es pas déçu de ce que tu vas regarder. Oui, là, je parle de YouTube car je connais. Donc je vais vous raconter un peu les coulisses, d'accord? Mais c'est un peu le même principe pour toutes les plateformes aussi. Si t'as regardé la vidéo d'un tel dernièrement, alors c'est que tu l'aimes bien d'après l'algorithme. Et c'est lui qui va apparaître dans ton Explorer. Suffit qu'un créateur n'ait rien... Tout dépend le watch time. Moi aussi, je connais beaucoup. Et tout dépend le watch time. Si tu regardes souvent et longtemps ces vidéos, oui, là, tu vas être recommandé. Posté depuis un moment pour être pénalisé. C'est la suite logique. Parce qu'il est en concurrence avec d'autres gens qui ont posté eux du contenu et qui se sont fait regarder. J'ai déjà essayé de me lancer sur les réseaux, j'avais essayé de faire un compte TikTok. Je pense que si ça n'a pas marché, c'est parce que déjà ça manquait de régularité. Je filmais pas tout le temps, j'avais pas forcément d'imagination à chaque fois. Même principe si tu tentes quelque chose de nouveau. Et là ça va être pire pour 2026, hein. Un petit tips pour mes collègues créateurs de contenu. 2026 ça va être encore pire. Si déjà pour vous se dire qu'il fallait poster un TikTok par jour et une vidéo par semaine, 2026 c'est tout le contraire. J'ai remarqué un truc dans l'algo, 2026 c'est du spam. Si vous voulez être recommandé et faire des vues et bien gagner, c'est le spam. Que ce soit en vidéo longue comme en vidéo courte. Pour moi, actuellement, je vois l'algorithme en 2026
2026 de si tu veux pas être perdu dans les tréfonds, c'est du 1 à 3 vidéos longues par jour sur ta chaîne YouTube et 3 à 5 shorts, donc format court sur les réseaux en multiplateforme. Donc ça veut dire que tu vas pas juste cibler TikTok, tu vas cibler Instagram, Facebook, Snapchat, etc., etc., etc. Je pense que en tant que viewer, vous ne devrez pas trop comprendre, mais l'algorithme a énormément changé et je l'ai énormément remarqué sur tous les réseaux. Uni. Tu veux innover, faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, mais tes abonnés te suivent que pour un format spécifique. Qu'est-ce qui pourrait me pousser à unfollow un influenceur? Ça va être simplement son type de contenu change et qu'il est plus aligné avec ce que j'ai envie de voir. Ils ont beau kiffer ta personnalité, il y aura probablement une perte d'audience sur ce nouveau type de contenu. Je confirme. Et qu'est-ce que YouTube va en déduire? Oula, même si les abonnés n'ont pas cliqué, on va pas prendre le risque de recommander ça à d'autres personnes. On veut que les gens restent sur notre plateforme. Même délire si tu fais un contenu un peu touchy. Puni. Des fois, tu vas parler de sujets un peu plus sombres, plus clivants, plus vulgaires, parce que c'est la vie, quoi. Tout n'est pas tout rose, tout joyeux. En fait, on veut voir des gens qui vivent des choses réelles, qui parlent de la vraie vie, parfois même de trucs trash. On veut voir des choses authentiques. Le problème, c'est que les plateformes, en fait, elles suivent plus. Les créateurs qui parlent vrai sont souvent punis, ils sont souvent shadowban, moins bien payés, déréférencés. En fait, du coup, c'est... Pas d'accord, pas d'accord, pas d'accord, pas d'accord, pas d'accord, pas d'accord. Ça, pour moi, c'est se cacher derrière le « je suis pas recommandé », j'arrive pas à prendre du recul sur le fait que je suis inintéressant, donc je vais dire que c'est la plateforme qui me recommande pas. C'est triste à dire, hein, c'est méchant ce que je dis pour beaucoup de créateurs, mais c'est réel. Tout dépend de la manière dont tu la formules. Tu peux juste parler du fait que t'as acheté un iPhone et qu'au final il s'est cassé et que t'avais plus de sous sur ton compte en banque et que t'as dû acheter un BlackBerry. C'est vrai, t'es authentique, tu parles de trucs peut-être touchy parce que personne ne peut s'acheter un iPhone 17 Pro Max, mais tout dépend de la manière dont comment tu le racontes. Vous voyez ce que je veux dire? Se cacher derrière le truc de oui, c'est l'algorithme qui me punit, par rapport à ça, je suis pas d'accord. C'est paradoxal parce que le public veut du réel, mais les plateformes récompensent encore ce qui est lisse. Sauf que YouTube, par exemple, comme je vous l'ai dit, ils veulent que les gens restent sur la plateforme. Et par rapport à ce qui est lisse, je pense que je suis le créateur de contenu le moins lisse du monde. Je dis ce que j'ai envie de dire, j'en ai absolument rien à foutre de l'avis des gens. Je pense ça comme ça, je l'exprime, je parle de drama à longueur de journée. Et j'ai une chaîne à 200 000 et une autre à 500 000 abonnés. Encore une fois, c'est la manière de le dire. Ok, mais pourquoi à ton avis? Pour que les gens regardent les pubs, voilà. C'est pas nouveau. Et les publicités là, elles vont pas prendre le risque d'être publiées sur des vidéos potentiellement problématiques. En fait, c'est précisément pour cette raison que beaucoup d'influenceurs, influenceuses, créatrices, créateurs ne prennent parti sur aucun sujet. Donc, si tu ne veilles pas à lisser ton contenu, pareil, l'algorithme ne va pas te diffuser. Et parfois, le contenu est pas problématique du tout, c'est juste que tu utilises des mots qu'ils aiment pas, c'est tout. Oui, mais Tiffany, la création de contenu, c'est la passion avant tout. Faut pas chercher à tout prix à percer. Je dis pas le contraire, mais une passion, c'est fait pour être partagée à d'autres aussi. J'aimerais bien me lancer dans un contenu cuisine, mais qui change un peu, qui est un peu novateur. Mais pas dans le but de percer, juste pour le plaisir, parce que j'aime beaucoup faire des montages, etc. Donc t'as tout intérêt à optimiser ton contenu à minimum. Pour moi, tu peux pas dire j'ai envie, genre si tu veux faire du contenu cuisine pour pas percer, t'allumes ta caméra, tu montes, ouais, regardez, aujourd'hui j'ai fait des raviolis, basta, tu vois. Et de là à vouloir changer de concept, de contenu, de style, de ça, c'est que derrière tu penses à vouloir quand même percer. Pour moi, il y a de l'hypocrisie quand même dans l'air. Minimum quoi. Ne serait-ce qu'en termes de montage. Moi, j'aimerais bien passer moins de temps au montage. Ne pas me sentir obligée de maquiller ma monotonie avec un montage dynamique. Moi, de mon côté, j'aimerais prendre mon temps pour développer des idées ou faire des vidéos hors sujet. Moi, je suis une pipelette, hein. Mais si je fais ça, les gens vont décrocher direct. Je le sais déjà. Et c'est pas de votre faute, c'est humain. On a de moins en moins de temps, tellement de contenu à disposition, on peut pas se permettre de donner notre attention bénévolement. Souvent, moi, j'aime bien quand c'est esthétique, mais je sais qu'il y a aussi beaucoup de curiosité. Des fois, de la curiosité morbide. On a envie de savoir ce qui va se passer, ressentir des émotions, être diverti surtout. Et souvent, on va quitter un contenu parce qu'il nous ennuie. C'est une question de rythme. Maintenant, notre attention est tellement déréglée qu'on a besoin que tout aille vite, qu'on n'a plus envie de perdre du temps. Alors qu'en fait, des fois, il faudrait peut-être le prendre ce temps. Dans un monde où on est trop stimulé. Et c'est hyper mauvais pour le cerveau, et du coup on a plus de durée d'attention normale. Quand on lance un truc, faut que ça démarre. C'est pour ça que tous les réseaux sont compliqués, hein. Notamment Twitch, hein. Actuellement, faire des streams, les gens ils auront plus le temps. Ils cliquent sur un autre live, ils reviennent sur l'autre pour voir si c'est encore plus intéressant, et ensuite ils repartent. Déjà Twitch là-dessus c'est mort. En termes d'attention, les gens ils sont complètement fuck. C'est inutile d'essayer de percer sur Twitch, c'est trop compliqué. Surtout par rapport à ça. Deuxièmement, ce qui a pas arrangé les choses, hein, c'est les formats courts. Hein. Part vite, c'est triste, mais c'est comme ça. Génération Z, écoute. Et vous pensez que du coup on fait n'importe quoi? Oui. Si on balance pas une phrase d'accroche en intro, un hook, la rétention d'audience va baisser tout seul. Je vais vous montrer en quoi une bonne intro, ça change tout. Par exemple, voilà, ça tourne.
je vais vous expliquer pourquoi j'ai quitté mon CDI. Je vais t'expliquer pourquoi en 3 étapes j'ai quitté mon CDI. Tu vois la différence? On peut encore mieux, on peut encore mieux, on peut encore mieux, on peut encore mieux. Je suis actuellement à la rue, ça peut aussi t'arriver et je vais te dire pourquoi. Je viens actuellement de perdre mon CDI et cette erreur peut aussi t'arriver. Là, il y a un mot, là on est dedans là. On le voit tout de suite dans nos statistiques, le moment où les gens décrochent. Nous, notre but, c'est que vous décrochiez pas. Parce que si vous quittez l'application, les plateformes voient ça comme... Elle est ennuyante, elle fait fuir les gens, son contenu nous fait perdre de l'argent. Faut qu'on arrête de la recommander. Et là, t'as beau faire du contenu passion, si tu vis de ça, tu paieras pas tes factures. Mais si on est purement dans une logique passion et qu'on ne prend pas en compte comment fonctionnent les réseaux, on est puni et on se retrouve avec 0 audience, 0 personne avec qui partager cette fameuse passion. Vous voyez? Bon, moi, pour le coup, je dirais pas que c'est une passion, mais disons que j'aime bien discuter, échanger, donner mon avis, avoir des retours. Et parler toute seule, c'est compliqué. Alors forcément, au bout d'un moment, t'as pas trop le choix. Tu dois respecter les codes. Ça veut dire te prendre la tête sur un montage, ça peut aller jusqu'à 15-30 heures par semaine, à côté de ton taf, si t'en as un. Ça sur YouTube, mais sur les autres plateformes, faut quand même créer du contenu tous les jours, quoi. Sauf que, comme ça, tu peux pas tenir la cadence à long terme. Et donc, soit tu délaisses petit à petit ton taf pour te concentrer sur ton contenu, le fameux projet, tout plaquer pour devenir influenceur, soit tu payes un monteur. Mais dans les 2 cas, c'est un coût financier important. Donc, t'es contraint à faire des placements de produits. C'est un nouveau métier, il faut l'accepter. J'estime que les partenariats permettent d'apporter un revenu. Parce que le respect des abonnés, c'est bien, mais ça paye pas toujours les factures non plus. D'où les pubs. Après, le souci que je remarque, c'est pas les pubs en elles-mêmes. Ça, on l'a déjà dit et dit, on a compris. Mais c'est quand les créateurs n'ont plus d'inspi et qu'ils ne se voient pas refuser une collab. Tu te retrouves donc avec une succession de posts qui ne sont en fait que des prétextes pour faire de la pub. Après, bien sûr, ils essayent de faire passer ça au mieux ou dissimuler ça au mieux. Et maintenant, en France, ça passe plus trop ce genre de choses, quoi. Mais le pire là, c'est actuellement avec TikTok Shop. Hein. Je pense que vous êtes tous tombés sur les gens qui essayent de vendre des Kinder ou des trucs comme ça. J'en ai marre. Oh putain, mais il faut savoir que en faisant ce genre de contenu, en fait, ils touchent des commissions, tu vois. Tu vends 10 boîtes de Kinder à 22 €, tu te prends 22 balles, tu vois, si tu vends les 10. T'as 10% de commission dessus, tu vois. Donc du coup, le but, c'est d'en faire acheter à plein de gens. C'est horrible. Je comprends maintenant pourquoi sur Instagram, tu vois les mentions collaboration commerciale écrites en police 4 et en ton sur ton. Et des fois, j'ai l'impression ils ont pas le droit, hein. Ça, les gens, ils ont pas le droit. Faut que ce soit visible. Ça, c'est pas visible. Ils ont pas le droit de faire ça. Après, rentrer dans le système, c'est pas qu'accepter de faire des pubs, hein, mais c'est aussi reprendre tous les codes du game. Par exemple, dans ma dernière vidéo, j'expliquais que j'avais du mal à demander aux gens de s'abonner, car j'avais l'impression de devenir un robot quand je faisais ça. C'est pas spontané, mais je me sentais obligée de le faire, car le simple fait de demander, ça a vraiment un impact. Ça me gêne de faire ça, mais j'ai vraiment l'impression de devoir me conformer au système. Et c'est réel, hein. En fait, c'est un rappel. C'est un rappel en mode, le mec se dit, ah, j'aime trop ces vidéos. Pour lui, dans sa tête, il est peut-être abonné, mais en fait, il ne l'est pas. Et c'est un rappel de, ah, attends, je vais check. Ah oui, putain, je suis pas abonné. Attends, je m'abonne. D'ailleurs, c'est de la rediff, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur Twitch, n'hésitez pas à vous follow. Et quand je parle de système, c'est-à-dire de devoir faire du contenu régulièrement, de façon industrielle, censurer les mots interdits, etc., etc. Et vraiment, c'est un peu à cause de tout ça, selon moi, que l'ère des influenceurs va finir par imploser. Lui, il faut gueuler plus fort pour se démarquer. Celles qui ont commencé là-dedans il y a 5-10 ans, ça y est, elles ont un monopole et les nouvelles venues arrivent sur un marché qui est déjà saturé. Je pense juste qu'il faut crier plus fort, qu'il faut accepter d'être non consensuel parce que si c'est pour faire du copier-coller des trends à gauche à droite, en fait, les gens, ils sont lassés. Oui. Ça y est, ils veulent plus. Aujourd'hui, il y a vraiment des meufs qui peuvent percer juste parce qu'elles sont belles ou même des mecs qui peuvent percer juste parce qu'ils sont beaux. En fait, c'est tout ou rien. C'est soit t'arrives à percer d'un coup, parce que t'es belle ou parce que tu montes tes fesses, des trucs comme ça. Parce que si ça continue, le public va finir par ressentir une sorte de lassitude face... Ça n'a rien à voir, oui et non. En fait, le délire de beau, belle, malheureusement, statistiquement parlant, quand quelqu'un est beau, il attire beaucoup plus l'attention que quelqu'un qui n'a pas les standards, si on peut dire ça comme ça. Pour moi, il n'y a pas de beau, moche, pour moi, ça n'existe pas. Mais bien sûr, il y a un beauty privilège. Après, bien sûr, maintenant, ce qui est démocratisé, c'est les ventes sur les plateformes privées. Et donc, du coup, boum, tu vois un big pétard sur TikTok ou sur Instagram, ça capte directement l'attention et t'es susceptible d'acheter, tu vois. Ça, ce type de contenu sans âme produit un peu de façon mécanique. Et c'est encore plus mécanique quand le contenu est produit avec l'IA. Et là, pour moi, c'est vraiment problématique. Et là, je parle pas juste d'images générées, mais de créateurs dont tout le contenu, toutes les idées, toute la personnalité repose entièrement sur ChatGPT. Moi, je peux carrément vous dire qu'ils sont ceux qui l'utilisent alors qu'ils font genre que non. Je me frotte déjà les mains, je sens que je vais bitcher.
Bon, déjà, je vais pas faire la mytho qui n'utilise pas l'IA. C'est toujours pratique pour brainstormer, avoir un aperçu rapide de tel ou tel sujet, pour savoir si... Pour moi, utiliser l'IA, il n'y a pas de problème tant que tout n'est pas fait par IA, genre c'est-à-dire la voix, le montage, les scripts, les recherches. Et moi, par exemple, pour les recherches, pour les idées, pour les corrections, pour les tournures de phrases de mes scripts, tu vois, là, je vais utiliser l'IA. En termes de montage, je vais utiliser un monteur, parce que déjà, dans un premier temps, l'IA n'est pas aussi développée pour faire du montage actuellement. Mais plus tard, ça va l'être. Et en termes financiers, ça va être beaucoup plus intéressant de partir sur une IA que sur un vrai monteur, malheureusement. Mais pour moi, l'IA actuellement, c'est un outil et il faut l'utiliser comme un outil et à bon escient. Ça vaut le coup de se pencher dessus, d'en faire une vidéo, etc. Bref. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est pas les gens qui utilisent l'IA en soi, même s'il y a des choses problématiques dedans quand même, mais ceux qui font des contenus intelligents et qui font comme si tout ça était sorti de leur tête, alors que le sujet, l'angle, le point de vue, c'est de l'IA à 100%. Et ça s'entend. Même pas ils s'approprient le texte un peu, et je suis même pas sûre qu'ils comprennent ce qu'ils disent, ou plutôt ce qu'ils lisent. Parce que la salle de sport, à la base, ce n'est pas un zoo. C'est pas un défilé. C'est pas un terrain de chasse. C'est un champ de bataille. Parce que l'amour, c'est pas une émotion constante, c'est une promesse. Alors elle demande à être rassurée. Pas pour te contrôler, pas pour t'étouffer, mais pour calmer l'angoisse qu'elle n'ose pas toujours t'avouer. L'intuition, ce n'est pas du bruit, ce n'est pas du stress, c'est un signal. Le problème avec Brigitte Bardot, ce n'est pas une phrase, ce n'est pas un dérapage, ce n'est pas une maladresse. C'est un schéma, c'est une idéologie répétée. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Oh là là. Facile de faire du contenu comme ça. Et comme c'est En fait, tu les remarques parce qu'il y a toujours le même schéma de script. facile, forcément, plein de gens décident de se lancer sur les réseaux sociaux. Résultat, tout le monde devient des clones, répétant les mêmes choses vides avec les mêmes tournures de phrases. Vous voyez là les phrases hyper courtes, comme des listes de courses, avec des métaphores nulles et des tournures de phrases du genre « ce n'est pas X, c'est Y ». Pause. Pour que vous compreniez bien, pour la suite, j'ai demandé à ChatGPT de m'écrire la vidéo. Ce n'est pas juste artificiel, c'est mécanique, c'est répétitif. Ce n'est pas un élan créatif, c'est une routine. Tout le monde se lance, pas avec une vision, avec une recette. Elle est forte, elle est très très forte, elle est très très forte. Avant, c'était différent. À l'époque de Cyprien, il fallait du matériel, une vraie caméra, pas un smartphone approximatif. Il fallait des compétences, savoir monter, bidouiller. Aujourd'hui, c'est simple. Accessible, instantané. Ce n'est plus une barrière, c'est un bouton. Ce n'est plus de l'influence, c'est du bruit. Bon, j'arrête. J'aime trop faire ça. En tout cas, percer, ça n'a jamais été aussi facile maintenant. Alors qu'avant, c'était réservé à une élite. Mais non, si c'est à la portée de tout le monde, est-ce qu'il y aura encore des superstars? Pas de réseau, il n'y a pas de stars. C'est qui les stars alors? Il n'y a pas de stars. C'est génial l'idée. Oui. Et même si les superstars restent, est-ce qu'elles pourront encore se comporter comme telles? Par exemple, Kim Kardashian a compris que... Moi, je vais répondre à la question. Pour moi, il n'y a plus d'élite de stars. En fait, quelqu'un va devenir une star, entre guillemets, ultra populaire, la number one, etc. pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais il y aura toujours des gens pour remplacer. C'est plus t'es le numéro 1 style Michael Jackson. Mais t'es le Michael Jackson et basta, tu vois. T'es indétrônable. Non, là le trône, il se renouvelle. Les médias changent. Et pour toujours garder une audience, elle est obligée de s'adapter. Oh my god, I'm just so tired. Kim Kardashian's latest post is a perfect example of how we're witnessing the death of celebrity culture. And it's so fascinating how very few people truly understand the phase of social media that we're now in. Because I've seen large brands and companies have to completely scramble, even though they've been around for decades, to find a way to actually relate with an audience online, because people are just tired of this shit. It doesn't matter if you're like a mega billionaire star, no one cares. They just want to know that you're relatable. Et comme il y a cette mort de la culture de la célébrité et qu'elle a compris, elle doit jouer la carte de l'authenticité, montrer qu'elle est comme tout le monde en fait, qu'elle fait caca comme tout le monde, pour que les gens continuent à la suivre. C'est toutes ces raisons qui font que je pense que l'influence telle qu'on le connaît est vouée à disparaître. Mais qu'en sera-t-il des gros influenceurs actuels? Donc maintenant, aujourd'hui, tu peux vraiment faire de la D et percer. Par exemple, Anime, là, voilà quoi. Sûr. L'époque où n'importe qui pouvait percer juste en postant, bah c'est terminé. Il y a toujours des exceptions, par exemple comme Anime, qui a une ascension de fou, mais ça reste vraiment de l'ordre de l'exception. En plus... C'est pas une exception. Anime, ce n'est pas une exception. Les gens, ils disent, ouais, tu fais le débile, tu peux percer.
derrière Anime, il y a une vraie stratégie. C'est plusieurs comptes clips pour faire la promotion de trucs qui impactent. Il a suivi l'ère du temps, c'est-à-dire les formats courts qui te détruisent le cerveau, brain rot. Et donc du coup, son contenu, il va avoir sur les 4 heures, 5 heures de stream, plusieurs moments où ça va être fait spécialement pour le clip farm. Toute sa stratégie se repose là-dedans, tu vois. Il y a une stratégie, C'est triste de dire ça, mais il y en a vraiment une. Lui, il a vraiment joué sans le vouloir, je suppose, sur le côté parasocial, un peu le mec comme tout le monde et tout, où tout le monde peut être pote avec. Maintenant, on veut des créateurs qui sont proches de nous, donc la relation parasociale a totalement changé. On cherche plus à idéaliser les gens, on cherche à s'identifier. Je pense pas qu'aujourd'hui les influenceurs, les gros influenceurs peuvent dégager du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'ils ont une très grosse communauté, ils ont des partenariats, ils ont des contrats. Vraiment, je ne pense pas. Parce que c'est comme l'influenceur qui a eu des actes. T'as beau avoir des contrats, des trucs, etc. Du jour au lendemain, si tu n'intéresses plus personne, tu te casses. Demain, Squeezie, il peut avoir peut-être 20 millions d'abonnés, faire des contenus ultra montés, etc. Mais si demain, il se dit « Oh, vraiment, ma passion, c'est de faire des trains en Lego. » Vous croyez qu'il va toujours avoir ce succès, malgré tous les contrats qu'il a, les 20 millions d'abonnés, etc., etc. Jamais de la vie. Et Thibaut InShape, voilà, c'est ça. Thibaut InShape, avant, il avait quelques millions d'abonnés, mais spécialement réservé à la France. Il est pas si malin que ça, malheureusement, et il pourrait faire beaucoup plus de vues. Thibaut InShape, c'était quelqu'un avant. Maintenant, il fait du 100 000, 200 000 vues. Des fois, il fait des vidéos à 70 000 vues. Et pourtant, il avait des contrats, des trucs et tout. Qu'est-ce que je veux dire? Il est encore là, il me semble. Il est encore là. En gros, ce serait que les dernières générations de superstars dans l'influence qui resteront, car ils auront eu le temps de bifurquer dans d'autres domaines. Non, pour preuve, le rire jaune, ça c'est très très bon commentaire. Le rire jaune, les gars, on top, meilleur créateur de contenu en style de podcast, il faut rire tout le monde, c'est incroyable. Tout le monde était là pour voir leur nouveau podcast de fou qui allait faire rire tout le monde. Kevin a décidé de changer la DA du truc. Ça intéressait plus personne. Salut. Et ils avaient des contrats, ils avaient des sponsors, etc. L'exemple est très très bon. Parce que là, ils ne sont plus juste des influenceurs. Par exemple, Paola est actrice, Lena travaille dans la mode, Squeezie a un club d'e-sport. Je pense que les influenceurs ne peuvent plus compter que sur les placements de produits pour durer dans le temps. Je pense que par exemple ils doivent faire une carrière peut-être sur YouTube pour faire des créations de vidéos ou peut-être dans le cinéma ou la musique. Mais du coup ça veut dire que les petits, les moyens ou même les anciens gros influenceurs, est-ce que eux ils risquent de plus en vivre? Parce que du coup moins de vues, moins de partenariats ou juste moins de sécurité financière? J'ai repris le travail, voilà, TikTok c'est un peu terminé pour moi. Au début je gagnais bien ma vie, malheureusement, c'est comme ça. C'est la dèche des influenceurs et un peu du monde de l'influence. Je vais être très honnête avec vous. Après, je vais être très honnête. Là, les deux personnes qu'elle vient de me montrer, je les connais ni d'Adam ni d'Eve. Il y a une différence entre être TikToker et être influenceur. Pour moi, t'as beau avoir 200, 300 000, même 500 000 abonnés sur TikTok, et tu fais que des vidéos sur TikTok, tu n'es pas un influenceur. Pour moi, t'es une personne random. Pour moi, tu es au même niveau que le mec qui a 5000 abonnés et qui fait des vidéos dans sa chambre aussi. Je suis désolé, mais c'est le cas. Et maintenant, le problème, c'est qu'avec TikTok, ça y est, les gens, ils vont faire quelques millions de vues, ils vont monter à 100 000, 200 000 abonnés, ils vont se prendre pour des stars, des influenceurs. Et après, ils vont dire oui, c'est galère de faire de l'argent sur les réseaux sociaux, alors qu'ils n'y connaissent absolument rien au monde de l'influence. Et ils sont juste sur TikTok. TikTok, c'est à la portée de tout le monde. Tu as un truc niche, ça fait réagir les gens. Tu peux avoir des centaines de milliers d'abonnés et pourtant toucher 10 € par mois. Et c'est réel. Il y a des mois où j'ai gagné 25 000 €. Vous doutez bien que les mois 25 000 € n'ont pas duré. J'aurais pas monté mon institut de beauté, j'aurais pas été travailler pour 300 € par mois. Mais tu peux faire 25 000 €, c'est bien. Mais le problème, c'est que déjà, se fait juste à TikTok et la monétisation TikTok, bon, c'est bancal. Se donner une image d'influenceur alors que tu fais des matchs toute la journée, c'est bancal aussi. Et vivre juste des sponsors, TikTok, make-up, etc. J'ai envie de te dire qu'il y a une carrière, mais si tu restes bloqué sur TikTok et que tu dévies pas de réseau et que tu mets pas en place une vraie stratégie, à contrario de Anime qui lui a une vraie stratégie, bizarrement. Mais ça, les gens ne sont pas encore ouverts au débat, voilà. Tu vas aller bosser. Non, pour beaucoup comme moi, notre temps, il est passé et c'est ok. Faire un autre métier. Et c'est pas une honte, je le répète, d'être en CDI. Mais pourtant, les marques ont explosé leur budget pour les influx. Et pourtant, des personnes qui étaient en place n'ont pas forcément la sécurité financière pour continuer cette activité. Je me demande si c'est pas juste que tout le monde se partage le même gros gâteau qu'est l'influence. Franchement, je sais pas.
Je sais pas. Et forcément, si tout le monde se le partage, bah c'est pas avec des miettes que tu peux en vivre, quoi. Tout le monde se le partage, mais mal. Parce que tout le monde veut faire la même chose. Tout le monde veut commencer les réseaux sociaux, peut-être en se lançant sur YouTube en faisant du gaming et en lançant un let's play. Comme tout le monde. Tout le monde va aller sur TikTok et faire des danses ou présenter des make-up. Comme tout le monde. Et donc, du coup, tout le monde se mange les mêmes miettes. Au lieu de réfléchir à des trucs innovants et des trucs qui peuvent changer. Et donc, avoir un autre gâteau peut-être plus petit, mais où tu détiendras toutes les parts. Et là, elle est la stratégie. Est-ce qu'on va peut-être même assister à une montée d'influenceurs éphémères? Et c'est peut-être déjà le cas, vu qu'on aime se tourner de plus en plus vers les petits créateurs, sûrement qu'on les apprécie plus. Car ils n'ont pas eu le temps d'être formatés par le système. C'est un grand mot, mais voilà, vous avez compris. Bah en fait, forcément, un créateur de contenu qui voit son niveau de vie s'élever grâce à sa création de contenu, on peut lui reprocher de plus être authentique. Bah oui, c'est normal. Sa vie, elle a évolué. Donc il faudrait qu'il se prive des opportunités que lui a créées sa création de contenu. Je trouve ça paradoxal. Moi, je pense que l'ère des superstars, elle sera jamais finie. Il y aura toujours quelques-uns qui vont vraiment tout défoncer dans un domaine. En fait, il y a un problème avec ce qu'elle dit, c'est que certes, tu peux faire des mois à 10, 15 000 euros, tu te dis waouh, enfin j'ai percé et tout. Et donc du coup, ça y est, tu vas pouvoir voyager, tu vas pouvoir acheter des habits de luxe et tout, nanani, nanana. Et là, il est le problème. Parce que quelqu'un d'intelligent et qui veut continuer dans le temps, cet argent, il le réinvestit sur lui-même et sur les projets pour encore plus évoluer. Et là, elle est la différence d'un influenceur éphémère qui va cramer tout son argent, profiter de la vie et du revenu éphémère qu'il a, à un influenceur qui est stratégique et qui va réinvestir dans le temps. Là, elle est la différence. j'ai envie qu'on me fasse rêver. Elles ont l'air de rien payer, elles ont l'air d'avoir que des collabs, elles ont la vie de rêve, quoi. Elles vont en voyage toutes les deux secondes. Moi je suis là pour qu'elle fasse ses rôles chez Louis Vuitton, même si j'achète mes habits à Primark. Vous aimez quand vos créateurs de contenu ils sont au plus bas de l'échelle et qui sont pauvres et qui sont broke comme vous. Perso, quand je regarde des vlogs de gens qui ont réussi, je trouve ça super inspirant. Du coup, est-ce que c'est une bonne idée de se lancer sur les réseaux en 2026 ? Oui. Être influenceur juste pour être influenceur ? Ça, c'est que à mon avis. Comme ceux qui voulaient absolument passer à la télé il y a 20 ans, mais qui n'avaient rien de concret à proposer. Moi, je pense... Commencer l'influence, le milieu de l'influence, de la création de contenu, c'est une très très bonne idée. Devenir pour être célèbre et juste profiter de la vie et se dire qu'en bossant 5 minutes, tu vas pouvoir faire des 50 000 euros, là, c'est non. Mais si tu as quelque chose de passionnant, quelque chose qui peut faire changer le regard des gens, être éducatif, ou quoi que ce soit, le milieu de l'influence est pour toi. Vous en apprendrez plus dans ma formation qui sortira bientôt. J'en dis trop depuis tout à l'heure. Mais tout le monde a les clés. Tout le monde a les clés en main pour fonctionner. Sauf que les gens n'ont pas le recul nécessaire. Percer toujours, mais plus de la même manière. Ce que les gens aiment maintenant, c'est pas juste quelqu'un qui est attachant, mais qui est aussi utile, qui a un travail ou une expertise et qui peut nous transmettre un savoir aussi. Loulou Kitchen, parce que j'aime bien ces recettes et ces recettes sont utiles. Si la personne me fait perdre du temps trop longtemps, et j'avoue que c'est vraiment la raison principale qui me pousse à unfollow. J'aime bien quand c'est un peu travaillé, mais j'aime bien quand c'est aussi à l'arrache. En vrai, on est tous sur les réseaux et même les gens qu'on suit, c'est juste parce qu'ils nous apportent quelque chose. Il y a un essor des créateurs de contenu, mais qui, en parallèle, souvent travaillent, ont un autre métier, en fait font quelque chose de réaliste et humain et que la majorité des gens font. Cette influence-là, elle est tellement saine, tellement positive, tellement constructive, et j'aimerais que les big marques là se tournent un peu vers les créateurs de contenu pour leur donner de la crédibilité, de la légitimité. Mais les marques le font, sauf que le souci, c'est encore une fois la stratégie derrière. Et qu'en fait, l'influence, elle change et elle soit sensée, réaliste. Être niché ou avoir un truc à proposer, en plus ça peut correspondre à des marques bien précises, genre le sport, la nourriture, la vie de parents, etc., etc. Et les gens ont l'impression de suivre une vraie personnalité, qui a des choses à proposer sur des domaines précis et qui a vraiment des choses à raconter. Les nouveaux influenceurs / créateurs devront montrer une certaine légitimité face à la société et ne plus être dans le « regarde-moi », mais plus « apporte-moi quelque chose ». De nos jours, où le nouvel or, c'est l'attention, et dans le monde où on est, où les plateformes déboursent des milliers, des millions d'euros juste pour réussir à capter notre attention, l'ère de l'influence ne fait vraiment que commencer. Il y a un gros business qui arrive, un paysage médiatique, marketing, politique, social qui va être complètement chamboulé par l'influence. En réalité, je ne pense pas que ce soit la fin de l'influence à proprement parler, mais de cette ère actuelle, oui.
pense en fait qu'on va plus parler de termes de créateurs de contenu plutôt que d'influenceurs. Et c'est là où on parle de fin d'une ère de l'influence, mais telle qu'on l'a connue en fait. Ça va être une autre forme de contenu, de promotion de produits, parce que l'ancien format, le format actuel qui ne fonctionne plus vraiment, je pense qu'il va être amené à disparaître. L'ère de l'influence ne s'arrêtera pas tant qu'il y a des êtres humains. Les êtres humains font qu'il y a toujours des influenceurs et des influencés. Et on pourra encore voir de très belles choses dans le futur, notamment déjà là, avec l'intelligence artificielle qui est des fois un peu mal utilisée, mais... En tout cas, pas comme les scripts ChatGPT comme on a vu tout à l'heure là. C'est pas l'IA qui va faire de toi un influenceur. Hein. Ah mais vous savez c'est quoi le pire? Maintenant, il y a des vrais influenceurs IA. Et je trouve ça grave problématique parce qu'elles ont toutes des gros tétés et ce genre de choses. Genre, rien de réaliste. Et ça m'inquiète parce que à force de voir des corps irréalistes, ça va biaiser l'image qu'on se fait du corps de la femme. À moins Mais on est qu'au début que ça reflète juste ce qu'on attend d'elle. Et ça tombe bien, car j'en parle juste ici. Pas mal, très très bonne vidéo, mais c'est que le début.